Chapitre 1. Mon histoire avec l'anglais. Entre espoir et réalité. Il y a des matières qu'on apprend par obligation, et il y a des matières qu'on apprend parce qu'on sent, confusément, qu'elles vont compter. Pour moi, l'anglais a toujours appartenu à la deuxième catégorie. Dès le collège, j'ai perçu cette langue comme une fenêtre. Une fenêtre sur un monde plus large, plus vaste, plus riche en opportunités. Je ne savais pas encore exactement comment elle allait transformer ma vie. Mais je savais qu'elle le ferait. Alors j'ai appris. Comme on apprend en Côte d'Ivoire. En classe, avec les manuels, les exercices de grammaire, les dictées et les versions. J'écoutais mon professeur. Je prenais des notes. Je révisais avant les examens. Et les résultats étaient corrects. Pas exceptionnels, mais corrects. Je comprenais les textes. Je réussissais les évaluations. Je pouvais suivre un cours en anglais sans me perdre complètement. Alors, naturellement, je me disais que mon niveau était acceptable. C'était ma réalité à cette époque, et je n'avais aucune raison d'en douter. Mais voilà ce que personne ne m'a dit, ni au collège, ni au lycée, ni même à l'université. Il existe deux formes d'anglais, celui qu'on apprend et celui qu'on utilise. Le premier se mesure sur papier. Le second se révèle dans la vie réelle, dans une salle d'entretien, face à un jury, sous pression, quand les secondes comptent et que les regards vous observent. Pendant toutes ces années d'apprentissage scolaire, développais uniquement le premier. Je construisais des connaissances, mais je ne construisais pas de compétences. La différence entre les deux peut sembler subtile, elle ne l'est pas. La connaissance, c'est savoir que le mot confidence existe. La compétence, c'est l'utiliser naturellement au milieu d'une phrase, sous pression, sans y réfléchir. La connaissance, c'est avoir mémorisé les règles de grammaire. La compétence, c'est les appliquer instantanément, à l'oral, en temps réel, sans hésitation. J'avais la connaissance, il me manquait la compétence. Et je ne l'ai découvert qu'au moment le plus important, le moment où tout se jouait. Chapitre 2. Le choc du premier échec. Quand le niveau scolaire ne suffit plus. Nous sommes en 2020. Je viens d'obtenir ma licence en électronique, électrotechnique, automatique et informatique. Des années de travail, de sacrifices, de nuits passées sur des cours complexes. Un diplôme que j'avais arraché avec détermination et dont j'étais fier, légitimement fier. Comme beaucoup de jeunes diplômés, je regardais l'avenir avec une ambition claire. Je voulais aller plus loin, me former davantage, saisir chaque opportunité capable de transformer mon parcours. C'est dans ce contexte qu'une bourse d'études a été lancée. Une formation spécialisée dans l'énergie basée sur l'hydrogène vert, à Niamey, au Niger. Le domaine était pointu, porteur et l'opportunité rare. En lisant l'annonce, j'ai immédiatement senti que c'était exactement le genre de chance qu'on ne laisse pas passer. J'ai postulé, avec sérieux, avec méthode, avec l'envie de décrocher cette bourse. Et j'ai franchi les premières étapes de sélection. Puis vint la convocation pour l'entretien final. Je me souviens de ce matin-là comme si c'était hier. Je m'étais préparé. J'avais relu les grandes lignes du programme. Je connaissais mon parcours. J'étais prêt. Du moins, je le croyais. En entrant dans la salle, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas anticipé. Une tension immédiate. Le cadre était formel. Le silence. Pesant. Face à moi, 3 membres du jury. Un à ma gauche, un à ma droite. Un directement en face de moi. Leurs regards étaient posés sur moi avec une attention froide, professionnelle, sans hostilité, mais sans chaleur non plus. Leur posture, leur manière de tenir leur stylo, leur façon de me regarder entrer dans la pièce. Tout indiquait que cet échange serait décisif. L'entretien a commencé, en anglais. Les premières questions étaient simples, directes, parfaitement compréhensibles. On me demandait si je pourrais m'adapter à la vie à Niamey, au climat, à la nourriture, si j'étais prêt à suivre une formation longue et exigeante loin de chez moi. Je comprenais tout, chaque mot, chaque phrase, chaque nuance. Dans ma tête, les réponses étaient là, claires, précises, bien construites. Je savais exactement ce que je voulais dire. Mais au moment d'ouvrir la bouche, quelque chose s'est bloqué. Les mots en français étaient parfaitement alignés dans mon esprit. Mais leur traduction en anglais refusait de venir. Ou venait en désordre.
ou arrivait trop lentement. Alors, je cherchais. Et pendant que je cherchais, le silence s'installait. Et pendant que le silence s'installait, le regard du jury pesait un peu plus lourd. Et pendant que ce regard pesait, le stress montait. Et pendant que le stress montait, les mots se faisaient encore plus rares. Un cercle, silencieux, implacable, qui se refermait sur moi à chaque seconde. L'entretien s'est terminé, pas dans l'éclat d'une bonne performance. Il s'est terminé dans ce silence gêné qu'on reconnaît immédiatement quand on sait qu'on n'a pas été à la hauteur. Quelques jours plus tard, le verdict est tombé. J'avais échoué. Ce jour-là, je n'avais pas échoué par manque d'intelligence. Je n'avais pas échoué par manque de travail. Je n'avais pas échoué parce que je ne méritais pas cette bourse. J'avais échoué parce que je n'étais pas capable d'utiliser ce que je savais dans une situation réelle. Et cette différence, entre savoir et savoir utiliser, allait devenir l'obsession qui a transformé ma vie. Chapitre 3. Le deuxième échec. Comprendre que le problème était ailleurs. Cet échec aurait pu me décourager. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il m'a réveillé. Pour la première fois, j'ai regardé mon niveau d'anglais avec une honnêteté totale, sans complaisance, sans me réfugier derrière des excuses. Je ne savais pas parler anglais. Je savais étudier l'anglais. Ce n'est pas la même chose. Quelque temps plus tard, une nouvelle opportunité s'est présentée. Le concours de l'IMAC, l'École africaine de la météorologie et de l'aviation civile, qui permet de se former au Niger dans des domaines stratégiques, notamment le contrôle aérien. Le concours comportait plusieurs épreuves sélectives, dont un test d'anglais et une évaluation psychologique. Cette fois, je me suis présenté avec une motivation différente. Plus lucide, plus déterminé, et j'ai été retenu. Cette réussite était réelle, légitime. Je l'avais méritée, mais elle portait en elle un danger que je n'ai pas vu venir. Elle m'a donné l'impression que mon problème d'anglais était derrière moi. Je me trompais. À la fin de la formation, une étape déterminante nous attendait. Valider un niveau d'anglais précis et certifié pour pouvoir être pleinement opérationnel dans nos fonctions. Ce n'était plus un concours général, c'était une évaluation ciblée, exigeante, professionnelle. J'ai passé le test. Et j'ai échoué. Je pouvais réussir des examens écrits, je pouvais comprendre des textes en anglais, je pouvais suivre une formation dispensée en partie en anglais. Mais lorsqu'il fallait performer, vraiment performer, à l'oral, dans un contexte professionnel exigeant, avec des enjeux réels, mon anglais n'était pas au rendez-vous. Il n'était pas opérationnel. Chapitre 4. Autopsie de mes erreurs, ce que je faisais mal sans le savoir. Après ce deuxième échec, j'aurais pu me dire que l'anglais n'était tout simplement pas fait pour moi. Que certaines personnes ont le don des langues et d'autres non. Mais cette explication ne me satisfaisait pas, elle était trop simple, trop commode. Alors j'ai fait quelque chose que peu de gens font après un échec. J'ai analysé, froidement, méthodiquement, sans me ménager. Et j'ai identifié 3 erreurs fondamentales que je commettais depuis des années, sans même m'en rendre compte. Erreur numéro 1. Je confondais comprendre et parler. Comprendre l'anglais est une compétence passive. Elle se développe en lisant, en écoutant, en suivant des cours. Parler l'anglais est une compétence active. Elle exige de produire, en temps réel, sous pression, des phrases cohérentes et fluides. J'évaluais mon niveau sur la base de ce que je comprenais. Mais les jurys et les examinateurs évaluent sur la base de ce que vous produisez. Erreur numéro 2. Je ne m'étais jamais entraîné dans des conditions réelles. Mes révisions se faisaient seules, dans le calme, sans contrainte de temps, sans regard extérieur, sans pression. Mais un entretien oral, c'est une performance. Et comme tout sportif de haut niveau vous le dira, on ne se prépare pas à la compétition en restant dans le confort de sa maison. Je ne m'étais jamais mis dans cette position. Et le jour J, mon esprit et mon corps n'étaient pas préparés. Erreur numéro 3, je n'avais aucune stratégie face au stress. Je savais que le stress existait, mais je n'avais jamais appris à le gérer. Je n'avais aucun outil, aucune technique, aucune stratégie pour le neutraliser dans le feu de l'action. Résultat, dès que la pression montait, tout s'effondrait.
Ces 3 erreurs ne sont pas des exceptions. Ce sont les erreurs de la majorité des candidats francophones qui échouent à l'oral en anglais. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles se corrigent toutes les 3. Chapitre 5. Le déclic. Ce qui a tout transformé. Il y a un moment dans chaque parcours où l'on comprend que continuer dans la même direction ne mènera nulle part. Ce moment est arrivé pour moi après le 2e échec. J'avais 2 options. La première, continuer à faire ce que j'avais toujours fait, en espérant des résultats différents. La deuxième, tout remettre à plat et reconstruire mon approche depuis la base. J'ai choisi la deuxième. J'ai intégré un cabinet spécialisé en formation en anglais, pas pour apprendre l'anglais au sens académique du terme, mais pour développer une compétence opérationnelle, réelle, utilisable, mesurable, dans des situations concrètes. Dès les premières semaines, j'ai compris que cet apprentissage était fondamentalement différent de tout ce que j'avais connu. Fini les exercices de grammaire isolés, fini la mémorisation passive de vocabulaire. À la place, des simulations, des mises en situation, des entraînements chronométrés, des retours directs sur mes erreurs. Je travaillais la fluidité, la spontanéité, la capacité à répondre sans me bloquer, la gestion du silence et de la pression, l'art de gagner du temps intelligemment quand une question me prenait de court. Après 3 mois de ce travail intensif, j'ai repassé le test que j'avais échoué. Je l'ai réussi. Pas parce que mon niveau d'anglais avait miraculeusement explosé en 3 mois, mais parce que j'avais enfin appris à mobiliser ce niveau au bon moment, dans les bonnes conditions, avec les bons outils. Ce n'était pas un changement de niveau, c'était un changement de méthode. Chapitre 6. Ce que mes échecs vous enseignent et comment les transformer en force. Ce parcours aurait pu rester une histoire personnelle, une trajectoire parmi d'autres, une leçon que j'aurais gardée pour moi. Mais la vie en a décidé autrement. En commençant à enseigner, d'abord de manière bénévole autour de moi, j'ai rapidement constaté quelque chose qui m'a frappé profondément. Les difficultés que j'avais rencontrées n'étaient pas les miennes seules. Beaucoup comprenaient l'anglais, mais peu savaient le parler avec aisance. Et presque tous faisaient face au même blocage dès qu'ils se retrouvaient dans une situation orale réelle. Ce n'était pas un problème individuel, c'était un problème structurel. Cette réalité m'a convaincu d'aller plus loin. Je me suis formé pour devenir coach en anglais, avec des certifications internationales dans l'enseignement de l'anglais langue étrangère. Aujourd'hui, j'accompagne chaque année des dizaines d'apprenants, lycéens, étudiants, jeunes professionnels, avec un seul objectif: les rendre capables de s'exprimer avec clarté, confiance et efficacité dans des situations réelles. La méthode que je transmets n'est pas théorique. Elle n'est pas née dans les livres, elle est née dans les échecs, dans les analyses, dans les ajustements, dans les résultats. Et c'est cette méthode que vous tenez entre les mains. Alors, avant de tourner cette page et d'entrer dans le cœur du guide, permettez-moi de vous dire une chose essentielle. Ce qui vous a empêché de réussir jusqu'ici n'est pas votre niveau. C'est votre capacité à mobiliser ce niveau au bon moment, dans les bonnes conditions, avec les bons outils. Et cette capacité, elle s'apprend. Vous êtes au bon endroit. Tournez la page.